Bonjour et bienvenue à cette webconférence pour les portes ouvertes dédiée à la faculté de théologie et de sciences religieuses. Nous allons parler aujourd'hui de l'admission, des stages et de l'expérience étudiante. Je vous invite à vérifier vos paramètres audio et la séance va dérouler dans quelques instants. Je vais commencer par vous présenter le déroulé de la séance. Donc, je vais vous présenter les intervenants. Dans un premier temps, Lise Bray, conseillère à la gestion des études, sera avec nous pour faire la présentation de la faculté. Jean Poirier sera avec nous à titre de conseiller en emploi attitré à la faculté. Il nous présentera les possibilités de stage et de carrière. Et enfin, Joanie, étudiante avec nous à la faculté, nous présentera son parcours étudiant et sera là pour répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Alice qui va nous présenter la faculté. Alors, la faculté de théologie et de sciences religieuses a été fondée en 1852. Elle est maintenant la seule faculté au Québec à offrir une formation universitaire dans les 3 cycles d'études. Aujourd'hui, l'enseignement n'est plus exclusivement tourné vers la prêtrise, mais inclut une formation interdisciplinaire dans le domaine des sciences des religions. Donc, nous avons 8 domaines d'études: sciences des religions, théologie, théologie pratique, langue ancienne, Bible, spiritualité, pastorale et éthique. À la faculté, nous avons une importante offre de programmes. Le détail de tous ces programmes se trouve sur les sites UL et de la faculté, UL ou Laval. Pour éviter que ma présentation soit alourdie, je n'entrerai pas dans les détails de tous les programmes, mais je vous invite à consulter notre site web pour approfondir, faire un choix en fonction de vos critères, de vos besoins. Et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous par courriel. Il nous fera plaisir par la suite de répondre à questions plus précises, de façon plus précise. Oui, prochaine acceptable, s'il vous plaît. Alors, nous avons 3 baccalauréats, 90 crédits chacun, 3 ans à temps complet. Tous les programmes peuvent être effectués à temps partiel, sauf que pour la personne internationale, puisque vous êtes dans l'obligation d'étudier à temps complet en raison de l'immigration, votre statut d'étudiant. Alors, je vais toujours préciser le temps à temps complet, le temps qui est nécessaire pour compléter les études. Alors, je commence avec le baccalauréat intégré en sciences des religions. Ce programme vise à approfondir les connaissances sur la diversité spirituelle et religieuse. Dans ce programme, vous allez apprendre, évidemment, vous allez avoir des cours en sciences des religions, mais vous pouvez également, dans l'offre de cours, choisir des cours en histoire, en anthropologie, en théologie et pastorale, communication publique, intervention sociale, éthique, langue. Nous avons une belle panoplie de langues. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un programme multidisciplinaire. Le baccalauréat en théologie est destiné à toute personne passionnée par les questions de foi et de spiritualité chrétienne. Le baccalauréat en théologie canonique, quant à lui, est destiné aux personnes aspirant au ministère presbytérial ou à la vie religieuse. Nous avons également des certificats, 30 crédits. Alors, certificat en sciences des religions, en théologie, théologie orthodoxe, études bibliques, études pastorales, spiritualité chrétienne. Ces programmes sont plus petits. Les programmes de baccalauréat certificat, et nous allons voir prochainement micro-programmes, ce sont les programmes de premier cycle. Alors, la prochaine étape. Comme vous voyez, s'il y a des domaines qui vous intéressent, nous avons une panoplie de micro-programmes sur des sujets tous autant intéressants les uns que les autres. Donc, je vous en nomme quelques-uns: l'animation spirituelle, connaissance des religions, l'étude islamique, l'histoire du christianisme, l'éthique sociale, les langues orientales, accompagnement spirituel, formation catéchétique, même bioéthique et éthique de l'environnement. Donc, vraiment, là, pour
nous avons vraiment mis plusieurs microprogrammes à votre disposition en fonction des intérêts que vous pourriez avoir. Maîtrise. Là, à partir de maintenant, nous parlons de programmes de cycle supérieur. Donc, la maîtrise, c'est du deuxième cycle. 45 crédits, 2 ans à temps complet. Donc, nous avons deux types de maîtrise, soit celle que nous appelons la maîtrise avec essai et celle avec mémoire. Donc, maîtrise en sciences de religion, c'est celle qui est avec essai, donc c'est une maîtrise de cours. Vous avez 36 crédits de cours, plus un essai de 9 crédits. Celle avec mémoire, il y a moins de cours, donc 21 crédits de cours et 24 crédits de recherche. Puis, comme je disais tout à l'heure, les sciences des religions, c'est un programme qui est pluridisciplinaire puis qui vise à comprendre les phénomènes religieux d'hier et d'aujourd'hui. Quant à la maîtrise en théologie, celle qui est avec essai, donc la maîtrise de cours, 36 crédits de cours plus l'essai de 9 crédits. La maîtrise en théologie avec mémoire, 18 crédits de cours et 27 crédits de recherche. Au niveau de la théologie, ces programmes permettent de découvrir les développements récents de la théologie dans certains champs d'études spécifiques et puis vous permettent d'intégrer des connaissances acquises dans ces domaines. Nous avons également 4 programmes courts à vous offrir, toujours au deuxième cycle. Nous avons 3 DES. Donc, les DES, ce sont les diplômes d'études supérieures spécialisées. Nous en avons un en études pastorales, accompagnement spirituel en milieu de santé, un autre en études pastorales, théologie pastorale, et le dernier en sciences des religions. Donc, chacun comporte 30 crédits, une année à temps partiel. Le premier est uniquement à temps partiel, celui qui est en accompagnement spirituel, sur une période d'une année à temps partiel seulement. Et les autres peuvent être effectués, les 2 autres DES peuvent être effectués soit à temps partiel ou à temps complet. Et le petit dernier, c'est le microprogramme. Oups, on recule, s'il vous plaît. Le petit dernier, on allait l'oublier. Microprogramme de deuxième cycle en études pastorales, accompagnement spirituel, il comporte seulement 18 crédits. Suivant. Alors, je vais parler des programmes de troisième cycle, donc doctorat, 90 crédits, 4 ans à temps complet. Donc, le doctorat en sciences des religions comporte 45 crédits de cours et 45 crédits de recherche. Donc, c'est un doctorat qui est beaucoup axé sur les cours. C'est un programme, comme je disais encore, je me répète, multidisciplinaire qui vise à comprendre les phénomènes religieux d'hier et d'aujourd'hui. Quant au doctorat en théologie, il ne comporte que 12 crédits de cours. C'est vraiment un doctorat de recherche. Donc, il comporte 78 crédits de recherche. Donc, encore ici, pour vous amener à réinterroger les Écritures et à revisiter la longue tradition théologique chrétienne. Suivant. Nous avons la théologie pratique, qui vous pouvez déposer votre candidature uniquement aux sessions d'automne. Je vous explique. La théologie pratique se distingue par sa réflexion théologique à partir de pratiques spécifiques. Elle s'intéresse également à toute pratique humaine pouvant comporter des enjeux religieux ou spirituels. Son champ d'investigation est très large. Il inclut des domaines variés tels que la santé, l'éducation, les services sociaux, les œuvres communautaires, les médias, les arts, la culture et la défense. Nous avons 2 programmes en théologie pratique. Un programme de deuxième cycle de maîtrise en théologie pratique avec mémoire. Donc, la maîtrise qui est de recherche, un total de 45 crédits, c'est d'une période de 2 ans à temps complet. Le doctorat en théologie pratique comporte 90 crédits et c'est un programme unique qui est offert un programme unique au Canada qui est offert en français. Il est à temps partiel uniquement et sa durée estimée est de 4 ou 5 ans. Donc, déposez votre demande d'admission en ligne. C'est relativement simple. Il vous suffit d'aller sur le site de l'Université Laval et de déposer votre candidature en ligne.
Euh, pour les personnes, il y a différentes dates à respecter. Les dates de dépôt pour une personne québécoise et canadienne hors Québec sont les suivantes. Pour les sessions d'automne, hiver et été, 15 août, 1er septembre, 1er avril. Très important pour les personnes de l'international, les dates sont avancées en raison des papiers d'immigration que vous devez acquérir. Donc, session d'automne 1er février, session d'hiver 1er juillet, session d'été 1er décembre. Vous devez payer les frais d'ouverture et d'analyse de dossier. Si vous n'avez jamais étudié à l'Université Laval, ils sont de 99,50 $. Si vous avez déjà étudié à l'université ou que vous êtes présentement un étudiant de l'Université Laval, c'est de 23 $. Nous vous suggérons de soumettre dès que possible tous les documents requis pour chaque programme. Donc, lorsque vous déposez votre candidature, vous allez avoir une série de questions auxquelles vous devez répondre et on va vous demander des documents, relevé de notes, diplômes et peut-être des pièces spécifiques à chaque programme, CV, lettre de recommandation, etc. Donc, c'est important de les soumettre, pas nécessairement au moment où vous déposez votre candidature, mais rapidement afin de ne pas retarder l'analyse de votre candidature. Droits et frais de scolarité, un aperçu. Je vous invite fortement, surtout les personnes internationales, de consulter dès le départ les droits de scolarité qui peuvent s'avérer malheureusement assez exorbitants. Donc, les frais de scolarité sont en fonction du statut de la personne. Donc, si la personne est québécoise, il y a un tarif. Si elle est canadienne non résidente au Québec, c'est un autre tarif. De l'international, il peut y avoir aussi des ententes qui ont lieu avec les personnes françaises de la France, de la Belgique francophone. Donc, encore une fois, pour éviter des mauvaises surprises, dès que vous avez un projet d'études au Canada, c'est de vérifier le coût des droits de scolarité. Nous avons des bourses au 2e et 3e cycle, donc dans les programmes de maîtrise et de doctorat. Il n'y en a pas dans les programmes de DES, diplôme d'études supérieures. Au 1er cycle, nous avons fort peu de bourses malheureusement à offrir. Donc, pour les cycles supérieurs, 2e et 3e cycle, nous avons les bourses de réussite que nous appelons le plan de soutien financier. Celui qui est en vigueur, c'est celui 2024-2025. Vous pouvez, si vous copiez le lien, vous pourrez le consulter. Le montant est de 5 000 $ pour les programmes de maîtrise et de 17 000 $ pour les programmes de doctorat. C'est un soutien financier qui est garanti si vous respectez le cheminement prévu à votre programme. Donc, vous allez avoir une grille à respecter et en fonction de cette grille, si vous avez respecté les échéanciers, vous allez avoir, au fur et à mesure de vos études, les montants qui sont alloués et qui vont totaliser, comme je disais, 5 000 ou 17 000 $ en fonction du programme. Il y a aussi la bourse d'exemption des droits de scolarité au doctorat. Ce n'est pas pour les programmes de 2e cycle, donc pas pour la maîtrise. Donc, exemption des droits de scolarité au doctorat, je vous invite également à prendre connaissance des informations en détail. Grosso modo, cette bourse permet à la personne de l'international de payer les droits de scolarité équivalents à ceux des personnes étudiantes québécoises. Donc, c'est une aide financière extrêmement importante pour les personnes internationales qui souhaitent poursuivre des études au doctorat. L'immigration. Étudier au Canada, c'est ardu, ça vous demande de respecter les consignes, de respecter des échéanciers. Donc, dès que vous recevez une offre d'admission, commencez immédiatement vos démarches d'immigration. Vous avez 2 liens ici que je vous ai transmis. Ce sont 2 liens sur le site de l'Université Laval, le lien général, et le deuxième qui vous donne des détails lorsque votre programme, habituellement c'est le cas, est de 6 mois et plus. Beaucoup d'informations.
qui valent la peine d'être lus attentivement pour vous faciliter la tâche. Un outil précieux, une ressource incontournable, le Bureau de la vie, appelé BPE. Vous êtes une personne de l'international, allez sur ce site, Bureau de la vie étudiante. Il y a un onglet spécialement pour vous intitulé Étudiant de l'international. Il y a d'autres informations extrêmement pertinentes également. Vous avez un aide-mémoire, comment préparer votre arrivée, comment préparer votre séjour. Je veux dire, on parle encore une fois de l'immigration, du logement, les billets d'avion, l'assurance maladie, hospitalisation et d'autres thèmes que je n'ai pas mentionnés ici. Votre arrivée, l'accueil, l'installation, il y a un programme de jumelage pour vous aider. Vous êtes jumelé avec une personne québécoise ou peut-être même une personne internationale déjà sur place qui a vécu ce que vous vivez et qui vous accompagne dans vos premiers temps, dans vos premiers pas sur notre beau campus universitaire. Il y a des activités pour vous aider à découvrir le Québec. Il y a des ateliers, des conférences. Comment vivre au Québec, comment ça se passe. Il fait froid, mais ce n'est pas tout le temps, mais pas mal souvent. Renouvelez vos documents d'immigration quand ce sera le moment venu. Puis vous avez des consultations individuelles pour vous aider dans le renouvellement de vos documents d'immigration. C'est la ressource, après la faculté, c'est la ressource qui est indispensable pour vous intégrer là, dans votre nouvelle vie d'étudiante. Prochaine. Ah, j'ai terminé. Oui, on va maintenant passer la parole à Jean, qui va nous présenter le service du développement professionnel et les possibilités de stage à la faculté. Merci Kathleen. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Jean Poirier, je suis conseiller en emploi au service du développement professionnel. Le service du développement professionnel, c'est un service qui est offert à tous les étudiants sur le campus et notre mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à intégrer le marché du travail, soit pendant vos études pour un emploi étudiant ou pour un stage, ou soit à la fin de vos études ou après vos études pour vous accompagner pour vous intégrer sur le marché du travail dans le cadre d'un emploi. Je prends le temps de spécifier que les services que nous offrons sont même disponibles après l'obtention du diplôme. Donc, tout étudiant qui obtient son diplôme et qui est toujours en démarche pour se trouver un emploi a accès à nos services jusqu'à 2 ans après l'obtention du diplôme. Alors, on va regarder, on va faire un bref survol des emplois et par le fait même des stages là, qui sont les plus en lien avec les diplômés de la faculté de théologie, de sciences religieuses. À noter qu'on retrouve quand même beaucoup de diplômés dans d'autres domaines et d'autres secteurs qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir les emplois, les secteurs les plus naturels où on retrouve le plus grand nombre de nos diplômés. Donc, on va voir aujourd'hui différents types d'emplois. Donc, on va voir devenir prêtre, on va voir aussi la pastorale, on va voir c'est quoi les emplois également dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, culture et patrimoine également, des emplois dans le secteur, dans le domaine de l'éthique, des emplois dans le domaine de la communication et de l'administration. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui est de devenir prêtre, donc cette option-là est réservée aux diplômés qui font le baccalauréat en théologie, grade canonique. Donc, si vous choisissez ce programme d'études, donc la direction de programme va vous donner toutes les informations par rapport à l'intégration sur le marché du travail pour ce type d'emploi-là. Prochaine diapo. Donc, également, un domaine intéressant, donc la pastorale. Donc, on retrouve plusieurs emplois dans le domaine de la pastorale, que ce soit dans les diocèses, que ce soit dans les forces armées ou dans des établissements carcéraux. Il y a également tout ce qui touche les soins spirituels dans le réseau de la santé et aussi les animateurs, les animatrices de vie spirituelle dans les établissements d'enseignement. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui touche l'enseignement et la recherche, on retrouve des diplômés qui vont enseigner au niveau collégial. Ici au Québec, on a
un niveau d'études qui se trouve entre le secondaire et l'universitaire, c'est le collégial. Donc, il y a dans les cégeps qu'on appelle ici au Québec, on retrouve des emplois, ils se donnent des cours en sciences des religions. Donc, on retrouve de nos diplômés qui enseignent au collégial, mais aussi certains de nos étudiants qui vont poursuivre les études jusqu'au doctorat auront la chance là, de devenir enseignants probablement au niveau universitaire ou chargé de cours. Il y a toujours des possibilités d'être chargé de cours là, lorsqu'on est à l'université. Puis aussi, vous aurez l'opportunité d'obtenir des postes de professionnels de recherche dans des centres de recherche en lien avec votre domaine d'études. Culture et patrimoine, donc un autre domaine d'emploi où on retrouve nos diplômés, que ce soit pour des postes, bon, agents de recherche, agents de conservation, conseillers en développement culturel. On les retrouve dans différents types d'entreprises ou d'organisations, que ce soit l'administration publique, les organismes patrimoniaux, les musées, des magazines spécialisés dans le domaine de la théologie des sciences religieuses, également dans les différentes bibliothèques. L'éthique, un domaine où on retrouve encore des diplômés de la faculté. Donc, un poste, souvent l'appellation, c'est conseiller en éthique ou consultant en éthique. Donc, où est-ce qu'on retrouve les conseillers en éthique? On les retrouve notamment dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux. On les retrouve dans les centres de recherche, mais on les retrouve également au sein de l'administration publique, que ce soit l'administration publique fédérale ou l'administration publique provinciale. Dans le domaine des communications, on a passé un peu. Donc, dans le domaine des communications, donc, nos diplômés peuvent occuper des postes de conseiller ou conseillère en communication. On peut les retrouver également dans des postes de rédaction, des postes de chroniqueurs, journalistes, et les endroits où on retrouve ces postes-là, bon, dans différents médias, télévision, radio, web, mais aussi dans des maisons d'édition ou au sein de magazines spécialisés et évidemment au sein d'organisations religieuses. Également, le domaine de l'administration, où on peut retrouver des gens qui vont occuper des postes, par exemple, de conseillers en évaluation et en recherche sociale, des postes de coordonnateurs ou coordonnatrices ou chargés de projet, ou des consultants en équité, diversité et inclusion. Donc, on les retrouve principalement dans les organisations religieuses, dans des organismes communautaires aussi, des organismes de coopération internationale, mais aussi au sein de l'administration publique fédérale et provinciale. Donc, on vient de voir là, différents domaines où on retrouve principalement nos diplômés. Mais comme je le disais d'entrée de jeu au début de ma présentation, nos diplômés, on les retrouve également dans d'autres domaines, dans d'autres emplois, parce que le marché du travail se compose non seulement d'emplois très spécialisés, mais aussi d'emplois professionnels généralistes où le fait de posséder un diplôme universitaire nous donne accès à ces emplois-là. Donc, dans le fond, quand vous allez venir étudier à l'Université Laval, on met à votre disposition une gamme de services pour vous aider pendant vos études et après vos études à intégrer le marché du travail. Donc, on a un babillard d'offres d'emploi en ligne où on va afficher des centaines, voire des milliers d'offres d'emploi, de stages, des emplois étudiants, des emplois pour les finissants, des stages pour les étudiants. On organise également au cours de l'année des activités carrières où on invite les organisations privées, publiques et parapubliques ou les organismes communautaires à venir vous rencontrer sur le campus pour que vous puissiez discuter avec leurs représentants concernant leurs opportunités d'emploi et de stage. On offre également tout au long de l'année une gamme de formations qui touchent le domaine de l'emploi pour vous aider justement à préparer vos dossiers de candidature. Donc, par exemple, on offre des formations sur le curriculum vitae, sur la lettre de présentation, comment vous préparer pour des entrevues, comment créer un profil LinkedIn
LinkedIn et comment l'utiliser pour réseauter. Donc, on offre une gamme de formations en ligne que vous pouvez soit assister la journée même ou après la formation, on va vous envoyer les enregistrements également. L'autre service qu'on vous encourage à utiliser pendant vos études, c'est la consultation avec votre conseiller en emploi. Comme moi actuellement, je suis conseiller en emploi pour les étudiants de la faculté de théologie et sciences religieuses. Donc, quand vous allez arriver à Québec, évidemment, la première session, on encourage les étudiants de se concentrer sur leurs études parce que c'est un nouveau système scolaire. Donc, très important là, de commencer à bien s'acclimater à notre système scolaire. Et aussitôt que vous sentez que vous êtes à l'aise puis que ça va très bien, et là, si vous souhaitez peut-être occuper un emploi à temps partiel pendant vos études, bien, à ce moment-là, vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec moi pour qu'on regarde ensemble un peu là, les différentes stratégies, les différentes choses à faire, à mettre en place pour vous assurer de vous trouver un emploi pendant vos études. Pour ceux qui sont plus autodidactes, on vous offre la possibilité aussi de consulter les différents outils et aides sur notre site Web. Donc, sur tous les sujets que je viens de mentionner précédemment, vous avez beaucoup d'informations sur notre site où vous pouvez déjà là, commencer à préparer des choses, là, même avant même de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez déjà commencer à faire beaucoup de choses. On met à votre disposition plein d'outils intéressants. Concernant les stages, donc à la faculté de théologie de sciences religieuses, il y a plusieurs programmes qui offrent la possibilité de faire un stage crédité. Qu'est-ce qu'on entend par stage crédité? On parle d'une activité pédagogique qui consiste à faire un stage, mais qui va être crédité, donc qui donne l'obtention de crédit, qui va nécessiter à la fin, souvent du stage, de rédiger un rapport de stage. Donc, à ce moment-là, les étudiants qui souhaitent faire des stages, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi là, pendant vos études là, pour regarder un peu c'est quoi les différentes possibilités et les différentes démarches que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous trouver un stage là, au cours de vos études. Pour ceux que le programme d'études autorise à faire un stage crédité. Alors, ça serait... Oui, ce serait la période de questions. Merci beaucoup, Jean. Merci. Avant de commencer la période de questions, j'aimerais ça, Joanie, que tu nous présentes en quelques mots ton parcours et ton programme d'études à la faculté. Ben, bonjour, je m'appelle Joanie. Je suis au baccalauréat en théologie au grade canonique depuis maintenant 4 ans. Je termine cette année. Donc, j'ai commencé en 2019, en 2020 plutôt, quand la pandémie a un petit peu éclaté. Donc, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir continuer mes études parce que les cours étaient autant en ligne qu'en présentiel, des fois accommodaires. L'enseignant était présent en classe ou à distance. Donc, il y a une multitude. Le fait que les cours soient dans une multitude de modalités, ça m'a permis de pouvoir continuer malgré la pandémie, malgré plusieurs, des fois, sessions un peu plus quand on travaille, il faut être à la maison. Donc, des fois, c'est plus facile. Donc, j'ai choisi l'Université Laval, donc la faculté de théologie, parce que je voyais la qualité des enseignants. Pour moi, ça a été au cégep des enseignants qui sont venus témoigner de leur, de leur discipline, leur passion derrière, que ça m'avait dit. C'est ces enseignants-là que je veux. Et ça, j'ai pas été déçue parce que les enseignants présentent leur discipline, présentent leur passion dans les cours, puis on peut le ressentir. Donc, des fois, on développe un intérêt qu'on n'aurait jamais cru pour une matière, une discipline en particulier. Et moi, il m'est arrivé une situation où j'ai eu une commotion cérébrale et ça me fait voir vraiment toute la beauté de la faculté également, où les enseignants sont hyper attentifs. Ils prennent, d'une certaine façon, ils prennent soin de nous, ils vont marcher avec nous si on comprend pas, ils vont prendre le temps. Donc, je me rendais compte que notre faculté, c'est comme une grosse famille où tout le monde, on se connaît, on prend, les étudiants, on va se mobiliser pour aider un autre étudiant qui a plus de difficultés, on va pas le laisser à côté. C'est la même chose que les enseignants vont faire, ils vont être avec nous, ils vont nous dire, hey, lâchez pas, des fois, quand on comprend pas, ils sont, OK, on arrête le cours, ou vous m'avez perdu.
ils vont être avec nous. Et quand quelqu'un a un peu plus de difficulté, toute la classe se retourne aussi vers lui. C'est pas juste, ah, il va nous retarder ou autre. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de compétition malsaine. On est vraiment ensemble dans, le- dans le même parcours, comme on dit. Et ça nous permet d'échanger. Et en théologie, nous, on est beaucoup, des fois en paroisse, des fois au diocèse, dans d'autres milieux. Souvent, on a une pratique de terrain déjà acquise. Donc, ça nous permet aussi de donner des exemples concrets. Comment une matière peut faire écho à mon travail? Ou on va chercher toute la pertinence de nos études dans le concret, dans la pratique, puis ça peut nous... Et souvent, durant les pauses, ou même durant le cours, l'enseignant nous dit, même le professeur nous dit, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec cette matière-là? Donc, ça nous permet vraiment de s'enraciner dans cette matière-là, d'en faire un avec nous pour vraiment avancer là-dedans. Donc, pour moi, ça a été vraiment un cadeau d'étudier dans cette faculté-là. Et il nous montre vraiment tout le temps, là, quand on finit notre baccalauréat, on voit beaucoup d'enseignants dire, as-tu pensé à la maîtrise? Puis au doctorat. Donc, il y a toujours une possibilité d'avancer dans un domaine ou dans une passion qu'on a acquise ou une discipline qui nous questionne, qu'on veut explorer davantage, tout ça. Donc, voilà. Merveilleux, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question sur les programmes ou les stages, les possibilités d'emploi ou autres? Je n'en vois pas dans le chat pour le moment. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Sinon, moi, j'aurais une question pour toi, Joanie. Qu'est-ce qui t'a motivé en premier lieu à choisir ce bac-là en théologie à la FTSR? Qu'est-ce qui m'a motivée, c'est que je voulais devenir agente de pastoral. Puis c'est un prix pour acquis. Il faut avoir son baccalauréat en théologie. Et c'est au cégep que j'ai découvert que le métier d'agente pastorale existait quand deux professeurs sont venus faire une conférence. Ça a vraiment été là que un des enseignants nous a présenté une œuvre d'art. Puis il nous disait maintenant comment qu'on questionne l'art selon la théologie. Puis on voyait toute la pertinence de la culture, de l'histoire. Et j'ai posé la question, pourquoi le Dieu est dans un nuage gris et non blanc? Vraiment farfelu. Et il m'a dit, si tu veux la réponse, il va falloir que tu suives mon cours. Donc, c'est un petit peu une petite attrape. Et je me disais, si on peut autant questionner les éléments culturels qui nous entourent, je veux découvrir qu'est-ce qui m'attend là, dans cette discipline-là, autant que ça nourrissait ma foi, autant que ça me permettait de questionner les choses, de pas tout prendre pour acquis, de dire pourquoi ça, c'est comme ça aujourd'hui, comment j'avance là-dedans. Et en théologie, il y avait des enseignants que je connaissais, il y avait aussi des amis qu'on voyait en paroisse qui étudiaient. Donc, on arrivait, quand on entendait des témoignages de jeunes en disant « Ah, moi, j'aime ça, ça », ben, c'était comme une évidence que c'était à Laval que j'allais. Ok, je comprends. Et j'ai oublié de le préciser, mais tu es la présidente de l'association étudiante de la faculté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association, de la vie étudiante, comment ça se passe à la faculté? Oui. À la faculté, comme on est une petite faculté, ça nous permet de créer beaucoup des activités qui sont en lien avec les étudiants, leurs demandes. Donc, la plupart du temps, on va avoir des soupers de Noël, des rentrées assez festives. On va manger de la pizza ensemble. On fait des fois des soirées jeux, des cafés, des retraites où on part 2 jours à l'extérieur pour vivre un temps soit d'études, mais tout le monde ensemble. Donc, on sait qu'on n'est pas seul en fin de session, en mi-session. Des fois, on peut aller faire du ski de fond, de la raquette. C'est vraiment selon la demande des étudiants. Donc, ça nous permet de fraterniser entre nous, comme on n'a pas nécessairement de grosses cohortes qui se suivent. Donc, ça nous permet vraiment de tisser ces liens-là entre nous. On a aussi des accès interfacultaires, comme euh, un, un moment où on compétitionne faculté contre faculté. Donc, on se permet de rentrer dans ces jeux-là interfacultaires avec les autres, pour apprendre à connaître d'autres personnes et découvrir d'autres témoignages de jeunes qui étudient outre part. Des fois, il y a des échanges de recherche. On a des activités en ligne aussi pour des étudiants qui sont plus loin ou qu'on fait des midi-conférences. Donc, à ce moment-là,
on fait venir un invité qui nous parle d'un sujet X et donné, que des fois les étudiants nous demandent, ah, c'est intéressant. Donc, ça nous permet aussi, nos étudiants qui sont à distance, de pouvoir se joindre à nous s'ils ne peuvent pas être en présentiel. Donc, c'est un petit peu ça. On va selon la demande des étudiants, puis on essaie de faire une vie facultaire super intéressante, puis on met vraiment toute notre énergie à cœur pour les étudiants et avancer selon leurs désirs. Et on est là également pour, des fois, protéger les droits des étudiants. On prend le temps aussi de référer les étudiants à des ressources qu'on connaît. Parfois, des étudiants peuvent vivre quelque chose de difficile, mais aller voir un adulte, c'est beaucoup plus difficile. Bien souvent, par notre page Facebook, par le courriel de l'association étudiante, on est présent puis on marche avec vous là-dedans. Super. C'est vrai que c'est une belle association. Nous, on l'apprécie beaucoup aussi en tant que membre du personnel de la faculté. Est-ce que tu aurais une expérience ou un cours à nous partager, quelque chose qui aura marqué ton parcours, qui aurait été déterminant? Il y en a tellement. C'est ça le plus dur, c'est de choisir. Un cours qui m'a marqué, ça a été en sciences des religions. C'est un cours qu'on peut choisir. C'est J'aime l'imaginaire religieux. C'est un cours qui m'a marqué par-dessus tout. Parce que l'enseignant, il est vraiment dynamique, qu'il donne. Et on voyait la spiritualité de toutes les religions. On faisait une forme d'essai, c'était un travail sur toute la session. Et on allait dans un milieu y évaluer, un peu comme une théologie pratique 2.0. Et on était dans l'observation, dans le concret, puis on apprenait à réfléchir sur un enjeu, un phénomène. On créait une question de recherche, on pouvait voir dans le milieu comment que la religion, la spiritualité s'installe. Est-ce qu'on dit que, par exemple, moi j'ai fait sur le mouvement scout, est-ce qu'on dit que le religieux est encore dans le mouvement scout? Et ça m'a tellement questionné ce cours-là que je me suis dit, il me semble que j'aime ça la recherche. Quelque chose qui m'a surpris. C'est pas juste on s'assoit, on écoute un enseignant parler. Là, on était dans le concret, dans la pratique. On pouvait autant faire de la recherche qu'on avait des cours qu'on recevait du contenu, mais du contenu qui nous permettait vraiment de le voir sur le terrain. Comment que ça s'enracine. Après ça, entre étudiants, on s'échangeait sur nos contenus, dire ah moi aujourd'hui ma question c'est ça, mais maintenant j'ai constaté ça, vous qu'est-ce que vous en pensez, autant que les autres partageaient leurs découvertes sur ça. Donc ça m'a permis vraiment de voir un peu toutes les façons de travailler en théologie ou juste en sciences des religions pour arriver à une question de recherche. Donc moi c'est un cours que j'ai particulièrement apprécié pour vraiment la multitude de façons d'apprendre qui étaient dans le cours, là, dans les modalités d'enseignement. Génial. Puis, est-ce que, avant de rentrer à la faculté, est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que tu trouves qu'elles ont été comblées? Est-ce que les infrastructures, le personnel, le corps enseignant, tu trouves que tu es bien soutenu, tu es bien accompagné? Dans mes attentes, c'était plus des craintes parce que je venais du cégep, puis souvent, même au secondaire, on nous disait, vous allez voir à l'université, les professeurs sont méchants, les gens vont renverser des cafés sur ton ordinateur, il va y avoir plein de catastrophes qui vont arriver. Et pour moi, ça a été en me disant, j'arrive à l'université, je vais mourir. La charge de travail va être immense, on va me dire que tout ça. Donc, je suis arrivée avec ces craintes-là. Et dès le premier cours, les étudiants me disaient ah, c'est où ton cours? Ah, t'es avec moi, descends, ils s'assiedent avec nous. Ah, veux-tu aller prendre un café en haut? Parce qu'on a du café pour eux qui veulent. Et il y a tout ça qu'il y a derrière que j'ai vu que les étudiants ne sont pas méchants, on n'est pas en compétition. J'avais des gens du doctorat, même si j'étais à la première année de baccalauréat, qui disaient c'est quoi, tu comprends pas dans ton cours? Ok, regarde, tu vas voir. Ou tel enseignant, regarde, c'est ça sa façon d'enseigner. Donc, comprendre comme ça, tu vas mieux comprendre la structure du cours, l'avancement. Donc ça m'a énormément aidé à briser cette crainte-là. Ensuite, il y a eu les salles. Donc, je m'attendais à des gros auditoriums. On a des petites classes, mais vraiment rikiki. Donc, ça permet de retrouver un peu, je veux dire, qu'est-ce que je connaissais autant au cégep qu'au secondaire. Donc, on n'est pas dans des gros auditoriums qu'il faut essayer de se concentrer. Donc, ça permet vraiment d'être sur un terrain connu. Puis au niveau des enseignants,
on n'est pas avec l'enseignant qui est un peu un dictateur qui va t'avancer, puis que son but, c'est de trouver une façon de couper tout le temps, mais c'est des enseignants qui essayent de, de te faire, de te faire avancer, de te faire questionner les choses qu'on voit. Ils vont marcher avec nous, ils vont jamais nous écraser. Quand on essaie de donner notre idée, ils vont reformuler notre idée pour vraiment nous structurer dans notre pensée, de nous faire avancer là-dedans. Donc, c'est pas l'enseignant effrayant. Au niveau des locaux, j'ai été surprise parce que l'hiver, il y a un phénomène dans une tour, quand on est tout seul, il n'y a pas de lumière. Donc là, tu sors, tu vois qu'il fait noir. Mais c'est le seul inconvénient. Mais ça n'enlève pas le côté chaleureux des cours. Et on a un avantage cette année, c'est qu'ils sont en train de rénover nos locaux. Donc souvent, autant dans les locaux étudiants qu'autres, on va avoir une mise à jour, quelque chose de plus éclairé, quelque chose qui donne le goût d'aller étudier dans notre tour, de ne pas fuir dans une autre faculté. Donc, il y a vraiment des gros pas qui ont été faits qui permettent vraiment de dire sur nos lieux, c'est le fun d'étudier, il y a d'autres étudiants, ça nous donne le goût de se rassembler ensemble. Donc, c'est des choses comme ça dans la faculté que je me dis, mes attentes, c'était plus des craintes. Ils se sont avérés que les craintes étaient faussées. Et en plus, ça m'a permis vraiment d'avoir ma faculté à cœur et de devenir présidente parce que je me disais, je veux que d'autres puissent goûter cette forme-là, que l'université, c'est pas effrayant. C'est quelque chose où on découvre même des passions, on apprend à se connaître nous-mêmes là-dedans. Voir que des fois, même si on est une femme ou autre, on peut aller étudier à l'université, d'avancer là-dedans, que les domaines, c'est un domaine d'études, la théologie, c'est pas juste pour des prêtres. Ça va au-delà de là. Puis on peut questionner, puis le plaisir dans les soupers de famille, re-questionner qu'est-ce qu'on a vu. Donc, ça permet plein de choses. Et j'ai été plus que comblée là-dedans. Là. Génial. Si personne n'a d'autres questions, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Je vais repartager mon écran avec les informations de contact. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance en direct ou en rediffusion. À l'écran, vous pouvez voir notre courriel, le courriel de la gestion des études pour rejoindre Lise et son équipe. Vous pouvez aussi appeler par téléphone. Si vous avez la chance de passer par la belle ville de Québec, n'hésitez pas à passer nous voir au pavillon Félix-Antoine Savard au 8e étage. Encore une fois, la gestion des études, l'équipe de la gestion des études sont au local 810, 812 et 814. Toutes les informations sur les programmes, les bourses, toutes les informations dans le fond pour nous rejoindre sont sur notre site internet ftsr.ulaval.ca. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Instagram, compte LinkedIn et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à rejoindre nos événements en ligne ou en présentiel si vous êtes dans la région. Il y a beaucoup d'événements qui sont ouverts au public, qui sont très intéressants et qui peuvent vous donner un petit peu le pouls de ce qui se passe à la faculté, pouvoir rencontrer nos professeurs, notre communauté étudiante, etc. Voilà. Encore merci à Lise, Jean et Joanie de nous avoir présenté la faculté et puis au plaisir de vous retrouver sur le campus. Au revoir. Au revoir.